Flan. Là, il choisit après. C'est lancé au son. Amis d'entre-Loire et loin, on commence cette émission avec une belle citation. Croire au bonheur est la seule façon de lui donner une chance d'exister. C'est tiré de Les Parures de Paris d'Émilie Riget. Alors ne croyez pas qu'Émilie Riget s'est convertie dans le textile, puisqu'en fait, ceci est imprimé sur une très jolie pochette à livres. Mais bon, c'est quand même elle qui lance les pochettes à livres et c'est très pratique puisqu'à l'intérieur, il y a un petit trésor. Ce petit trésor, évidemment, c'est son livre. Voilà. Alors, son livre, Les Parures de Paris, celui-ci, il est sorti en octobre dernier et on attend très prochainement le tome 2 d'une saga en 3 tomes. Salut Émilie. T'es contente que j'ai parlé de ta pochette à livres avant de parler de ton livre? Oui, juste à oublier, c'est pas moi qui l'ai fait. Ah oui, alors raconte qui? C'est une amie à moi qui l'ai fait. Bon, bah merci l'amie, c'est très joli. Voilà. Ça fait très, très, très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Effectivement. Donc, tu as plein d'actualités parce que tu es la romancière montargoise, mais maintenant, ça va bien au-delà, qui passe son temps à écrire. Oui, je passe mon temps à écrire ou à aider d'autres personnes à écrire ou à leur donner le goût de l'écriture. Voilà. C'est ça. Parle-nous de ça. Alors, Les Parures de Paris, c'est l'histoire de Basilique, qui est une jeune femme qui a 21 ans au moment du début de l'histoire, qui habite à Paris en 1846 et elle rêve de devenir bijoutière joaillère. Son père est bijoutier joaillier, donc elle baigne dedans depuis l'enfance, elle veut devenir bijoutière joaillère, mais c'est une femme. Et au 19e siècle, les femmes n'ont pas le droit de fabriquer des bijoux. Bon, mon petit doigt m'a dit qu'Émilie Riget connaissait bien l'histoire. Ça a été quoi ton parcours? École du Louvre au démarrage. Voilà, École du l'histoire de Louvre, l'art. et puis tu as fait l'histoire de l'art et tu as fait aussi des visites historiques. Alors, j'étais guide conférencière au musée Guimet à Paris, donc plus art asiatique. Voilà. Et après, dans le coin, j'ai plus fait des visites médiation du public aux tanneries. Mais là, on est dans le contemporain. Voilà, et donc je suppose que si Émilie décide de nous parler de cette période qu'on appelle la monarchie de Juillet, eh bien c'est parce qu'elle aime particulièrement cette période. C'est ça? C'est une période qui est très surprenante. Louis-Philippe, il arrive comme celui qui va sauver la monarchie et en même temps débarrasser la France de la monarchie. C'est un petit peu ambigu. Et en fait, il va échouer, hein, on le sait, il n'y a pas de suspense. Il se fait plomber des deux côtés. Voilà. Et en fait, après, on débouche sur la Révolution de 1848 et qui sera l'objet, enfin, qui est vraiment au cœur du tome 2. Et là, pour moi, ça a été un énorme coup de cœur parce qu'on la survole à l'école. Et c'est une révolution qui a une modernité absolument phénoménal. C'est quand même l'abolition de l'esclavage, c'est le suffrage universel, masculin, c'est plein de liberté, c'est diminuer le temps de travail, c'est avoir des soins médicaux payés par les patrons quand les salariés n'ont pas les moyens, enfin plein de choses qui sont quand même des enjeux qui nous tiennent à cœur encore aujourd'hui. Mais c'est pas là-dedans. C'est dans le tome 2, c'est la suite. Et le prochain tome, il va falloir attendre juin. Oui. C'est ça? Oui, voilà. C'est ça. Hein? Sortie officielle le 14 juin et en avant-première au Salon du Livre de Montargis. Et alors, Basilique, ou du moins peut-être pas Basilique, mais en tout cas, dans ce bouquin, nous, les lecteurs, on rencontre plein d'artistes qu'on connaît bien, d'intellectuels, entre autres Victor Hugo, qui à l'époque était le grand copain quand même de ce roi-là. Ils étaient grands copains. Oui, il aimait beaucoup Louis-Philippe. Et même au début, il soutenait Napoléon. C'est après, quand Napoléon, justement, a plus respecté la constitution républicaine qu'il est devenu son pire ennemi. Mais voilà, on croise Victor Hugo. Celui pour lequel j'avais un grand faible, qu'on croise donc encore plus, c'est Alexandre Dumas, qui est quand même un personnage assez fascinant. Baudelaire aussi. Honoré Daumier, grand caricaturiste de l'époque, celui qui avait fait la caricature en forme de poire pour Louis-Philippe. Et puis un peintre que j'adore, qui est Eugène Delacroix. Ah, d'accord. Alors à quel moment est-ce que tu les fais vivre, tu les fais se croiser dans ce bouquin? Parce qu'en fait, Basilique est une jeune fille de la bourgeoisie un petit peu emprisonnée dans son intérieur pour échapper à un mariage imposé par son père, va alpaguer un homme. On ne disait pas alpaguer à l'époque. Non, à l'époque, non, c'est un peu anachronique, mais qui s'appelle Clovis. Et lui est illustrateur.
Et donc, lui, c'est son cercle habituel, tous ces artistes. C'est avec eux qu'il travaille, puisqu'il illustre des romans de Dumas, de Victor Hugo. Mais Basilic, c'est un prénom de l'époque? Oui, c'est un prénom qui existe c'est très beau. à l'époque et qui s'écrit bien QUE à la fin, comme une basilique. Et non pas comme un basilic. Voilà, parce que basilic, c'est au contraire, c'est maléfique. Bête, voilà. Donc oui, c'est un prénom de l'époque et qui était assez rare, qui appartenait bien sûr au milieu bourgeois, mais que je trouve plein de mystères. Et donc, comment elle va s'émanciper, cette jeune femme? Paradoxalement, grâce à un homme. Bah, oui. C'est moyen, mais bon, à l'époque, c'était obligé. Oui, mais elle lui en fait un peu baver quand même. Ah. C'est dans une édition qui tient à cœur. Alors, c'est l'édition Jeanne et Juliette. Voilà, les éditions Jeanne et Juliette. Contente. Les éditions Jeanne et Juliette, en fait, c'est une maison d'édition qui a été créée par une jeune femme qui s'appelle Virginie Bégodeau avec son associée Marie Orsaya. Et cette maison d'édition est vraiment spécialisée dans la saga historique, mais romanesque, avec des personnages féminins forts, et toute époque confondue. Et c'est une maison d'édition qui est au sein de Anne Carrière, quand même. Donc, c'est une très belle relation avec Anne Carrière qui est consultée et qui donne son avis au niveau du choix des couvertures, au niveau de la diffusion, au niveau du choix des titres. Voilà. Donc, on a l'expertise de Anne Carrière pour tout nous entourer. Alors, derrière, on lit Les Parures de Paris ouvre la première saga historique d'Émilie Riger. Tu n'avais jamais écrit sur l'histoire jusqu'à présent? Non, j'ai un manuscrit qui est terminé, qui sortira bientôt de mon tiroir, qui met la vie d'aujourd'hui avec la guerre de 14, avec des allers-retours entre les deux périodes. Et à côté de ça, j'ai mon roman qui est en cours suite à ma résidence avec les archives départementales du Loiret et le Cyclique, qui là retrace l'histoire d'une famille dans le Gâtinais depuis 1832 jusqu'à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, mais qui est encore en cours d'écriture. Bon, et à chaque fois, toutes ces inspirations, c'est venu comment? Par exemple, cette famille dans la guerre, etc., dans le Gâtinais. Parce qu'en fait, ce roman-là aboutira à une traversée du Sahara. On est un peu loin du Gâtinais. C'est ça que j'attendais. Voilà, la traversée du Sahara en motocyclette, en solitaire, de ton par papy. Mon grand-père. Voilà. C'est ça que j'attendais, parce que ça, je m'en souviens. Pourtant, tu vois, ça m'a marqué. C'est très bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les autres romans? Ça me fait penser à, par exemple, du Divo. Tu te souviens, ce romancier extraordinaire, Jean Divo, c'est magnifique. Les violons du roi, c'était absolument magnifique. Ce qui va se passer, en fait, l'enjeu, c'est qu'elle réussisse à fabriquer des bijoux, mais après, il y a aussi la question elle ne peut pas les signer, puisque c'est complètement illégal. Donc, comment est-ce qu'on peut exister quand son nom n'a pas le droit d'apparaître? D'accord. Et puis, il y a donc tout le rapport à l'artisanat d'art aussi. Oui, je montre, on la voit vraiment évoluer depuis les créations de son père, qui était très empreinte de Premier Empire, Napoléon, et la Restauration. On voit l'évolution des goûts, des styles, on comprend les différentes techniques, et là, c'est vraiment un coup de cœur. Et je pense qu'un des plus beaux compliments que j'ai eu, c'est d'une jeune femme qui est bijoutière et qui travaille Place Vendôme et qui l'a lu et qui m'a appelé en disant « c'est exactement comme ça mon métier ». Et elle m'a dit « et en plus, aujourd'hui, jeune femme, je peux vous dire que ce n'est toujours pas très facile dans les ateliers de bijouterie ». Donc c'est toujours actuel comme combat. Maintenant, ça va être un petit truc, je vous montre un petit truc privé. Regardez ça. Celui-ci, cet exemplaire-là, vous ne l'aurez pas. C'est l'exemplaire d'Émilie, sur lequel, son premier exemplaire en fait, sur lequel les gens qu'elle croise, les lecteurs connus, comme par exemple, je sais pas, Richard Raza par exemple, ou moins connus, lui laissent des dédicaces. Alors là, par exemple, voilà, ça, ce dessin, par exemple. Voilà, donc ça, c'est adorable. Tu le fais depuis longtemps ou c'est le premier que tu fais comme ça? C'est la première fois que j'y pense. C'est la première fois que je pense à le faire et j'aime beaucoup l'idée. Il y en a partout. Il y en a partout parce qu'il n'y a plus de place dans les pages préliminaires. Donc, du coup, tu me perds mes cartes de visite d'un bar à cocktail absolument fantastique sur Paris. Oui, mais c'est parce que tu es alcoolique. Le jour de l'inauguration. Non, pas du tout. C'était plein de choses intéressantes. J'aurais peut-être un roman sur les cocktails un jour, tu sais. Bon, alors ça, c'est bien. Ça, c'est Émilie Riger, écrivaine.
Et puis, donc, tu fais quoi comme salon du livre? Donc, il y a bientôt le salon du livre de Montargis, mais il va y en avoir d'autres. Qu'est-ce que tu as fait Montargis, qui t'a marqué, en fait tous me marquent parce que tu as toujours une rencontre soit avec des lecteurs, soit une rencontre avec le libraire qui t'accueille, soit une rencontre avec des copains auteurs. Donc, tu as toujours quelque chose qui ressort, une émotion, un moment, un fou rire qui ressort. Donc là, ça sera Montargis. Après, je vais faire une rencontre avec Lire et Délire à Jargeau. D'accord. Ensuite, je vais aller à Pamplonne du côté de Toulouse. Et après, ce sera au mois d'octobre, après la pause estivale. Bon, c'est bien. Alors, on ira un jour voir un atelier d'écriture par Émilie, mais en quelques mots, Émilie, puisque tu nous en as parlé dès le début, raconte cette, cette mission que tu te donnes de donner envie aux autres d'écrire à travers tes ateliers. Alors, mission, je n'aurais pas cette prétention-là. Mais en tout cas, c'est un énorme bonheur de travailler avec des personnes qui ont cette envie d'écrire, qui ne s'en sentent pas toujours le droit ou la légitimité, et donc qui peinent un peu devant leur feuille blanche, et de leur dire, mais si, vas-y, tu as le droit, fais-toi plaisir. Et donc, il y a ces ateliers d'écriture à Montargis, à la librairie des écoles, qui durent depuis maintenant, c'est ma 5e année. C'est 2 fois par semaine, c'est ça? 2 fois par mois? Non. Non plus? Une fois par mois. Une fois par mois seulement? Une fois par mois, oui. Il n'y avait pas 2 ateliers différents? J'ai 2 groupes. J'en ai un le mardi et un le samedi. Ah, voilà. Vous voyez, comme quoi, j'ai pas tort non plus. Donc moi, j'y suis 2 fois par mois, mais les gens, ils sont qu'une fois par mois. Ouais, voilà. D'accord. Et là, c'est un moment de bonheur parce que tu as des gens qui sautent le pas, qui réalisent quelque chose qui leur tient à cœur depuis longtemps. Et après, une fois qu'ils ont sauté le pas, c'est bien. Mais après, il faut apprendre les outils de l'écriture. Et là, c'est passionnant parce qu'au début, ils disent « Oh, mais non, mais c'est dur, tu nous fais souffrir. » Et puis après, ils disent oh, « C'était trop génial, on a appris plein de trucs. » Donc voilà, donc c'est top. Et puis à côté de ça, j'interviens aussi dans des collèges, je fais même fait un atelier d'écriture avec une classe de CP. Oui, c'est beau. Ouais. Ils ont écrit leur propre histoire en collectif et ça a permis aux gamins d'entrer dans la lecture. Et au mois de mars, tous les enfants de la classe de CP savaient lire. Voilà. Silence, radio. Bon, c'est très beau. Voilà, les parures de Paris. Émilie Riget, avec le petit truc qui va bien. Non, mais ça, vous rigolez. On est devenu, je me fais VRP textile. Mais en fait, c'est nous, les lecteurs, c'est ce dont on rêvait. On se dit, mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Voilà. Alors, tout ça, on va le retrouver au Salon du Livre de Montargis. C'est vraiment très, très tôt. Là, c'est dans les semaines, dans les jours qui viennent. Et puis, un petit peu partout. Où est-ce qu'on peut te retrouver, sinon, à la librairie des écoles, évidemment? Librairie des écoles, du Hérisson. Du Hérisson, bien sûr. Je veux dire, chez tous les C'est bien, libraires. vous allez, voilà, à Montargis, de toute façon, vous allez chez ces deux-là. Et puis, vous oubliez le clavier, l'Internet et tout. C'est pas la peine. Voilà. À bientôt. Et on fait un petit truc pour l'instant. Il faut 30 secondes pour Instagram. Il n'y a que la dame qui cause là. Ouais, je vais vous prendre. On est tous les deux, toutes les deux. Voilà. Tu peux commencer là en regardant la caméra parce que je vais commencer sur le truc comme ça puis après je vais. Commencer comme ça. Donc, c'est quelle caméra faut qu'on regarde? Ça tourne. Émilie Riget, ça vous dit quelque chose, c'est obligé. Le dernier bouquin, c'est une saga historique, Les parures de Paris. Raconte l'époque. Milieu du 19e siècle, monarchie de Juillet et révolution de 48. L'émancipation de la femme, l'artisanat d'art, une héroïne magnifique qui s'appelle Basilique. Ça vous donne envie? N'hésitez pas. On sent la professionnelle, hein. Tu vois, ça va être plus dur pour toi. Hein. Ça va être un peu plus pénible. T'as dit quoi? J'ai dit, toi, ça va être un peu plus pénible. Il court. Il dit, oui, c'est vrai.